Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il ne se passe pas un mois sans que des pédopsychiatres alertent sur la dégradation de la santé mentale des enfants et des ados. On va en parler aujourd'hui avec l'invité du Grand Oral, la psychiatre Marie-Rose Moreau. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. On va parler histoire et sciences aujourd'hui. Et l'actu, c'est que nous sommes le 13 décembre, une journée au cours de laquelle il ne s'est rien, mais vraiment rien passé nulle part une fois dans l'histoire. Emma vous dira tout. Heure de la récré, spécial Noël en ce mois de décembre. Emma, un nouveau défi pour elle, l'emballage des cadeaux. Et puis enfin, dans les années collège, Amélie Paris vous parlera du rôle parfois méconnu des professeurs documentalistes en matière d'orientation. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Comment vont les enfants et les ados 2 ans et demi après le début de la crise du Covid, 9 mois après le début de la guerre en Ukraine, le tout dans le contexte d'une urgence climatique toujours plus vive. Bilan de santé mentale aujourd'hui dans la quotidienne avec la psychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes autrice de nombreux ouvrages. Je signale le dernier pour ce qui est des adultes. Les ados. Pour les ados. Et si nous aimions nos ados, oui, mais c'est pour les adultes que vous l'avez écrit. Ah oui. Voilà, parce qu'il y en a aussi un chez Glénat, on le montrera tout à l'heure, que vous avez fait pour les enfants, puisque vous écrivez pour tout le monde. Et sinon, nous aimions nos ados. Alerte adolescents en souffrance, c'est à peu près notre sujet du jour. Je précise également que vous êtes chef de service de la maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin. C'est à Paris. En avril 2021, vous disiez au Monde, je vous cite, les ados vivent une période vraiment difficile, mais globalement, ils tiennent le coup. C'est toujours vrai un an et demi plus tard ? Alors oui, il résiste malgré les multiples crises qui se succèdent les unes derrière les autres. Là, je parlais du Covid, mais il y a toutes les autres crises et toutes ces choses toute cette incertitude qui gagne les ados, qui les touche et qui les touche plus encore que les adultes. Et ça, vous l'avez vraiment constaté en consultation, il y a de plus en plus de demandes, c'est ça ? Oui, il y a de plus en plus de demandes, mais surtout, il y a de plus en plus d'urgences, c'est-à-dire des situations de crise. Et ces situations de crise, elles montrent d'abord que ces ados auraient dû être pris en charge avant. Il n'y aurait pas eu cette urgence, cette crise, cette douleur, cet aspect tragique parfois que prennent les choses lorsqu'un adolescent va très mal, que leurs parents sont épuisés aussi et que du coup ils arrivent... Il faudrait les épauler eux aussi. Et bien sûr, et que ça, le fait qu'eux aussi subissent les crises et que ils aient du mal à trouver de l'aide suffisamment bonne et suffisamment rapide, eh bien, ça fait que ça augmente les crises. Et puis que la société, elle va pas très bien non plus et que donc, il y a comme si plus rien ne tenait ces adolescents. Parce que les parents, ils n'ont pas beaucoup de réponses non plus sur la guerre en Ukraine, sur le Covid, sur l'urgence écologique. On n'est pas à l'aise pour répondre. Sur les coupures de courant qui vont changer notre vie, etc. Oui, bien sûr, les adultes ne savent pas. Augmentation du nombre de suicides des jeunes. On rappelle que c'est la cause première de décès chez les ados. Exactement. Donc, 10 à 15% des adolescents d'une classe d'âge qui vont pas bien, c'est énorme, c'est trop. Et effectivement, à l'intérieur de ce chiffre, c'est cette réalité de perdre l'envie de vivre, de perdre l'envie de se battre, aussi de perdre l'envie de devenir adulte, parce qu'il y a ça qui est au fond en jeu. Et donc, ça, c'est un vrai changement que vous observez. Oui, je pense que c'est là où j'observe le changement le plus important, c'est cette perte de l'élan vital, comme si, au fond, la vie ne valait pas d'être vécue. Et donc, pourquoi pas l'arrêter dès maintenant pourquoi pas la laisser partir ? Parce qu'en fait, il faut se battre pour avoir envie de vivre. Il faut y croire, il faut avoir des valeurs, il faut imaginer que demain, il y aura des choses intéressantes, qu'il y a des idéaux, qu'il y a des valeurs. Sinon, les adolescents, ils laissent tomber. On va parler de solutions, on va parler de comment vous travaillez, mais donc, si je vous ai bien suivi, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de pédopsychiatres en France fait que les situations ne sont pas prises en amont. Elles se dégradent. Et qu'après on se retrouve devant des urgences, et quand on propose dans une situation d'urgence un rendez-vous dans 6 mois... Non, c'est pas possible. Voilà. On le fait pas. Mais on a trop d'urgences. Et donc, finalement, on doit passer à peu près la moitié de notre temps à faire des urgences. Avant, on passait peut-être 10% du temps à faire des urgences, par exemple, dans un service comme le mien. Donc, du coup, on passe énormément de temps à faire les urgences parce que c'est des questions vitales.
Et pendant ce temps-là, on ne fait pas le traitement de fond des adolescents déprimés, des adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et qui peuvent se retrouver en situation d'urgence pas longtemps après. Exactement. Marie-Rose Moreau, la collection, ce bouquin, donc, Et si nous aimions nos ados, que vous avez écrit avec Odile Amblard, Alerte adolescents en souffrance. Il y a aussi pour les jeunes, Quand ça va pas, qui est une collection créée par Maureen Dor chez Glénat. Et il y a un opus consacré aux familles et qui est signé de vous-même. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. L'Anti-Sèche, ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes ou à l'école. Là, c'est les programmes d'histoire. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, vous n'êtes pas allé la chercher très loin, l'actu. Vous avez dit, on est le 13 décembre. C'est une actu, on est le 13 décembre. C'est un jour pas comme les autres. Et pourtant, il n'y a pas eu de 13 décembre. À vrai dire, il n'y avait pas eu de 12 ni même de 11 en 1582. Vous allez nous parler de ces 10 jours qui n'ont pas existé dans le calendrier. En fait, les Français se sont endormis le 9 décembre, se sont couchés le 9 décembre. 1582. Ils se sont réveillés, ils se sont réveillés le 20. Et la raison, elle est assez simple. C'est parce qu'on passe à ce moment-là du calendrier julien au calendrier grégorien. Et pourquoi passons du calendrier julien au calendrier grégorien? Eh bien, parce que le calendrier julien, il pose quelques petits soucis à ce moment-là. Comme son nom l'indique, il a été créé sous Jules César, Julien comme Jules César, sauf qu'il s'est légèrement trompé dans ses calculs. Jules César, il a calculé qu'une année durait 365,25 jours, alors qu'en fait, c'est un tout petit peu moins, c'est 365,24 et des poussières. C'est rien, c'est quelques heures, mais en réalité, sur le long terme, ça change pas mal de choses. Et on finit par se réveiller le matin alors que c'est le soir, quoi. Alors voilà, en fait, ça finit surtout par déplacer toutes les dates importantes liées à la religion chrétienne. C'est le cas pour Pâques, jour où l'on célèbre la résurrection du Christ. Cette date, elle est calculée en fonction de l'équinoxe de printemps, qui est le 21 mars. Sauf qu'avec le calcul qu'avait fait Jules César, le calendrier julien se décale petit à petit par rapport à l'année solaire. Et en l'an 1572, l'équinoxe est observé en 11 mars et non le 21. Et donc cette année-là, le pape Grégoire XIII est élu pape, donc, et il décide qu'il faut remédier à ce système. Et c'est là qu'il entreprend de mettre au point un nouveau calendrier. Voilà, il fait intervenir des mathématiciens et des astronomes qui font un meilleur calcul que Jules César pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le calendrier et l'année solaire comme c'était le cas avant. Et il baptise bien sûr ce calendrier le calendrier grégorien. Jamais mieux servi que par soi-même. Ça nous explique quand même pas pourquoi 10 jours ont disparu? En fait, ces 10 jours ont permis de rattraper le retard accumulé. Donc 10 jours en moins et hop, ils étaient à nouveau alignés sur l'année solaire. Grégoire XIII qui était il a fait plein de réformes en fait. Oui, en fait, il n'y avait pas que celle-ci. Le pape décide par exemple de faire débuter l'année le 1er janvier. Parce qu'avant, on débutait l'année le 25 mars, avant 1572. C'était la date de conception présumée de Jésus. Et en France, c'est le roi... Avant 25 décembre, quoi. Voilà. Et en France, c'est le roi Henri III qui a décidé d'appliquer toutes ces décisions du pape. Mais seulement 10 ans après 1572, donc en 1582. Et donc la France qui depuis a toujours utilisé ce calendrier grégorien, sauf pendant une petite période, la Révolution. Mais oui, en pleine période post-révolutionnaire, la France est devenue une république. La Révolution a permis la montée... Les mariés de l'an 2 et toutes ces choses-là. Voilà, la montée d'une pensée totalement anticléricale. Je vous en avais déjà parlé. L'objectif, c'est notamment de faire reculer le christianisme en France. Exit le calendrier grégorien, place au calendrier républicain. On ne compte plus 7, mais 10 jours dans la semaine. Primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi. Et pour les mois, il y en a plus 12, mais 10. Leur nom est trouvé en fonction des différentes saisons. Donc l'année commence avec le mois de Vendémiaire, mois des vendanges, qui correspond donc à notre mois de septembre. Puis les mois de Brumaire, des brumes, frimaire, nivose, des neiges, pluviose, des pluies, ventose, germinale, germination, floréale des fleurs, prairiale des prairies. Et enfin Messidor, celui des moissons, Thermidor des chaleurs et Fructidor des fruits. Calendrier républicain qui sera néanmoins aboli par Napoléon en 1805. Oui, parce que c'était trop compliqué. D'une part, les Français n'arrivaient pas à s'y faire, tout à fait. Et puis ce calendrier débutait le jour de l'équinoxe d'automne, sauf que celui-ci n'est pas régulier. Le calendrier grégorien a donc repris le 1er janvier 1806 et depuis, il n'a pas changé. Merci beaucoup. Emma, on se retrouve pour la récré tout à l'heure? Avec toujours plaisir. Spécial Noël? Ah ben évidemment. Génial. Marie-Rose Moreau, Grand Oral.
200 000 enfants auraient besoin de soins psychiques en France. Seuls 600 pédopsychiatres sont disponibles. Ça fait, j'ai calculé, un pédopsychiatre pour 333 enfants. Autant dire que l'aggravation de l'état de santé des jeunes est aussi le révélateur d'une crise majeure du système de santé psychiatrique. On en parle avec Marie-Rose Moreau, autrice de nombreux ouvrages, dont Et si nous aimions nos ados, qui est sorti chez Bayard et qui a été écrit avec Odile Amblard. Et vous êtes chef de service, je le rappelle, de la maison de Solène à Paris. Comment vous choisissez alors, vous, les enfants ou les ados que vous allez soigner ? Alors, enfin, quand je dis vous, vos collègues, après, oui, vous n'êtes pas comment obligé nous, la comment un communauté, médecin fait, oui, voilà. Ouais. Alors, en fait, d'abord, il y a le système des urgences, c'est-à-dire les urgences, on ne peut pas les choisir, c'est-à-dire qu'on prend toutes les urgences et on va faire les actes qui s'imposent en urgence. Et les actes qui s'imposent en urgence, c'est autour de l'envie de mourir et puis des prises de risques, certains adolescents qui prennent des risques très importants, ou alors des adolescentes en majorité qui ne mangent plus du tout et qui vont être dans des situations d'anorexie extrêmement grave avec des conséquences somatiques. Donc quoi qu'il arrive, on réussit. Cela, vous réussissez. Vous et vos collègues allez prendre en charge. Partout en France, parce qu'il y a des endroits où vous êtes... Enfin, il y a des Paris, ça va encore, j'allais dire, mais... Oui, alors, partout, les urgences sont prises en charge. Alors, plus ou moins bien, parce qu'il y a des départements où il n'y a aucun pédopsychiatre. Voilà. Mais il y a des organisations. Il y a des médecins, il y a des pédiatres, il y a des médecins généralistes, il y a des internistes. Et puis, il y a des structures, par exemple, il y a des maisons des adolescents qui peuvent participer aussi à la prise en charge de ces situations. Mais c'est vrai que c'est plus ou moins facile, mais moi, je dirais que quand il y a urgence vitale, on sait faire et on fait. Mais c'est toutes les autres situations où effectivement, admettons qu'un adolescent soit simplement, entre guillemets, déprimé. C'est-à-dire il n'a pas d'idée de mort, mais simplement il n'a plus envie d'aller à l'école, il fume un petit peu. En fait, tout ce que nous on raconte, y compris sur ce plateau aux familles, en disant faites attention aux signes annonciateurs, voilà. Allez consulter, etc. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas. C'est dans tous ces signes qui sont des signes importants, parce que ce sont des signes précoces. Mais là, si vous téléphonez et vous demandez au centre médico-psychologique, par exemple, de votre département, il est tout à fait possible qu'on vous dise on va vous mettre sur liste d'attente. Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a 14 ans, 15 ans, d'être mis sur une liste d'attente? Évidemment, la situation se dégrade. Et donc, effectivement, il y a une sorte de dissociation. Moi, ça me rend folle d'imaginer que, non, on fait des tas de programmes, des projets, on donne même de l'argent pour des grands projets où on va faire les signes précoces de telle ou telle souffrance, de telle ou telle difficulté, et de tel ou tel diagnostic pour que les infirmières scolaires, les médecins repèrent, annoncent, etc. Puis après, on dit aux parents, alors maintenant c'est l'attendre. Ouais, c'est impossible. C'est terrible. C'est même, ça augmente la souffrance. Donc, il y a là vraiment quelque chose qui est... C'est pour ça que je pense que la pédopsychiatrie, c'est pas qu'une question technique, c'est une question de société. C'est vraiment comment on traite nos enfants et nos adolescents à l'école. On repère un adolescent qui va pas bien, on repère, mais si on le prend pas en charge rapidement, à quoi ça sert? Et oui, c'est à l'école, on repère. Il y a une saisonnalité de la souffrance psychique qui est liée aussi à l'école, non? À la pression scolaire. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a des moments dangereux. Oui, il y a des moments dangereux. Mais je voudrais là-dessus la pression scolaire, parce que je lisais un entretien que vous avez donné. Vous avez été sous pression scolaire? Ah, moi, j'ai été... Je vous cite, j'étais du genre modèle, toujours la première de la classe. Mon père ne me laissait pas trop le choix. Oui. Je n'aurais pas pu rentrer chez moi et lui dire que j'étais deuxième. Ah, c'est vrai. Grosse pression quand même. Mais vous voyez, j'ai hésité parce que... C'était un entretien que vous avez donné au Monde. C'est sérieux quand même. C'est sérieux, mais je ne l'ai pas vécu comme une pression scolaire. Et alors pourquoi? C'est quoi la différence? Comme une nécessité à faire. Effectivement, et je n'aurais pas pu imaginer, mais mes frères et sœurs non plus, imaginer que nous pouvions nous contenter d'une seconde place. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la jeune Marie-Rose qui le vit pas mal, et une autre Marie-Rose qui, elle... Moi, je le vivais comme un moteur, comme une nécessité, comme une sorte, finalement, de levier sur le monde. C'est-à-dire que j'étais convaincue, mais j'étais enfant de migrants, ça me donnait aussi un regard particulier. Mon père, ma famille est espagnole, mais donc j'étais convaincue que la manière d'agir sur le monde français, c'était par l'école. Ça passait par l'école. Que c'était la fenêtre et que c'était le levier. Donc je le vivais comme ça, je ne le vivais pas du tout de manière négative. Alors effectivement, qu'est-ce qui fait
que c'est pas adapté dans certains cas. Alors, il y a des questions de situation et des questions de personnalité. Là, moi, j'étais quand même dans une situation, et tous ceux qui me ressemblent, de survie. C'est-à-dire qu'il faut survivre. Les enfants de migrants, on fait le chemin. Et donc on y va. C'est de la survie. Bon, Et l'autre chose, c'est après la personnalité. Il y a des enfants qui vivent ça comme une blessure, hein, et d'autres qui le vivent comme une possibilité. Un aiguillon un peu désagréable de temps en temps, Ça, mais finalement assez sympathique. Des délais d'attente de plusieurs mois face à des situations d'urgence. Alors pas totalement d'urgence extrême et vitale, mais des situations qui deviennent des situations d'urgence. La pédopsychiatrie en crise, on continue à en parler avec Marie-Rose Moreau, si vous voulez bien. On en a besoin là, on prend une petite récré. Emma, rebonjour. Mais rebonjour. Une heure de la récré spéciale Noël pendant tout ce mois de décembre. Un nouveau défi pour vous, l'emballage des cadeaux. Ah oui. Vous avez raison de vous y prendre un 13 décembre. Bah oui, Moi, je commence ce soir. Bah oui. Ouais, faut toujours prendre de l'avance. Bref. Vous moquez de moi tout le temps. Oui. Ah, je me moquais de moi là. Ah bon? Bah oui, il faut que je m'y prenne maintenant. Ah oui, non. C'est pas faire Je pensais que vous disiez que je m'y prenais trop tôt. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, vous n'oseriez pas. Un an à l'avance, c'est très raisonnable. Voilà. Tout à fait. Donc, personnellement, les emballages cadeaux, je ne suis pas très manuelle, donc c'est pas trop mon truc. J'ai donc décidé de m'améliorer. J'ai testé pour vous emballer ces cadeaux de manière originale. C'est parti. Pour emballer ces cadeaux, il nous faudra bien sûr du papier cadeau, du ruban, un stylo, une colle, du scotch et une paire de ciseaux. On commence par le premier cadeau. Ici, on va former un sapin à l'aide d'un ruban. Pour cela, commencez par marquer des points au stylo, là où vous imaginez les branches de votre sapin. Mettez-y un peu de colle, formez un sapin à l'aide de votre ruban. Venez ensuite le fixer sur votre cadeau. Bon, le résultat est assez original, comme vous pouvez le constater. Je crois que je suis plus douée en bûche qu'en emballage de papier cadeau. Mais je n'abandonne pas pour autant, on passe au suivant. Celui-là fonctionne avec un livre, mais également avec un jeu de société, bref, une surface plane. Emballez tout d'abord votre cadeau de manière classique. Tout va se jouer sur la partie haute de votre présent, où il faut laisser un peu de marge. Placez ensuite votre ruban et enroulez-le dans le papier cadeau. Venez former un joli nœud. Et voilà le travail. Je m'améliore, non ? Et enfin, le dernier, parfait pour emballer une peluche de façon originale. Commencez par un petit point de scotch autour de la peluche, c'est juste pour constituer une forme adaptée. Vous pouvez mettre ensuite la peluche de côté, on la glissera dans l'emballage à la fin. Aplatissez votre papier cadeau, puis pliez-le en deux dans le sens de la longueur. Repliez des deux côtés vers l'intérieur comme ceci. Découpez les extrémités. Regardez, ça donne une jolie forme de bonbon. Glissez-y la peluche, attachez avec des rubans pour l'effet waouh. Et voilà, il n'y a plus qu'à offrir maintenant. Joyeux Noël! Alors? Waouh! Alors, je tiens à dire que je remercie Marine qui a filmé tout ça. On a eu des péripéties. Bref, c'est ça les 5 jours de tournage? On s'est beaucoup amusé à tourner cette vidéo. Et les 28 mètres de papier cadeau? Voilà. D'accord. Donc, je la remercie Marine pour sa patience et son amitié. Génial. Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Ben là, on pourrait les retrouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on n'a plus d'excuses. Marie-Rose Moreau, la suite du Grand Oral. Merci Emma. Il y a 5 ans, un rapport du Sénat sur la psychiatrie des mineurs stigmatisait, je cite, une grande difficulté de la discipline, traversant une crise démographique, ne lui permettant pas de répondre à ses besoins en évolution. Fin de citation. Il y a eu quand même des réponses depuis, mais encore insuffisantes. Alors comment prendre en charge les ados en souffrance psychique? C'est ce dont on parle avec la psychiatre Marie-Rose Moreau, dont je vous recommande vivement de lire « Et si nous aimions les ados », écrit avec Odile Amblard, c'est aux éditions Bayard. L'adolescence, c'est pas la seule... Alors vous parliez de prévention tout à l'heure. On était plus sur « j'ai un ado, il va pas très bien ». J'arrive pas à consulter, etc. Et si ça se trouve, 6 mois après, il va carrément mal. Donc là, il sera pris en charge. Mais malheureusement, à ce moment-là, il est plus en très bonne santé. Mais la majorité des problèmes de santé mentale débutent en fait plus tôt. Ils se manifestent plus tôt quand on parle des signaux. Oui, alors, il y a deux choses. C'est qu'il y a des signaux précoces, effectivement, qui doivent nous alerter, mais il faut pouvoir consulter, comme nous le disions. Et puis, il faut aussi se souvenir que 3 quarts des souffrances des adultes débutent pendant l'adolescence. C'est-à-dire que
l'adolescence est un moment, au fond... De cristallisation. Oui, puis où l'être il se finit. Enfin, on n'est jamais totalement fini, mais il prend sa forme. Et c'est dans ce moment de transformation et de métamorphose où, évidemment, il y a des fragilités, il y a des choses qui vont mal se passer. Et des choses qui risquent de rester. Et qui vont rester, puisque les 3/4 des souffrances dépressives ou même beaucoup plus graves, des troubles de la personnalité, apparaissent dans cette période. Donc, la question, c'est effectivement, premièrement, de s'adapter aux adolescents, c'est-à-dire par exemple, la dépression chez l'adolescent, c'est pas comme chez l'adulte. Un adolescent, il peut être déprimé, il peut avoir envie d'aller se jeter sous un pont, mais de sourire, rire, aller à l'école et faire le zouave, parce que, en fait, ça reste un adolescent. Donc le même. C'est le même. Parce ce qui rend pas facile quand même la détection des signes de souffrance. Eh bien oui, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, si on attend de voir une dépression comme chez l'adulte, on ne la verra jamais. Et donc, du coup, c'est cette importance de finalement, j'allais dire, de prendre au sérieux cette période de l'adolescence et d'apprendre à reconnaître les choses qui font mal, mais aussi à les transformer, parce que de la même façon qu'un adolescent présente des moments de vulnérabilité, il a aussi énormément de ressources. Il a une plasticité, il a une créativité, il a sauf vraiment lorsqu'on est très déprimé, mais il a des idéaux à l'intérieur de lui, il a des rêves, il a des petites étoiles. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il faut réussir à activer ça. Exactement, il faut aller chercher. Un adolescent qui était passé par là me disait, en fait, j'avais une pierre précieuse, mais je ne le savais pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus conscience quand ils perdent cette envie de vivre, mais il faut aller la chercher. Et elle est là. Elle est là. Quand on est parent, qu'est-ce qu'on peut donner de plus important à son enfant, ado ou pas encore ado? C'est du temps? Alors... je pense pas forcément, parce que certains parents, pour des raisons multiples, n'en donnent pas beaucoup, ne peuvent pas, mais finalement, ils donnent l'essentiel. Moi, je dirais, en tous les cas, vu des adolescents eux-mêmes, un sentiment d'estime de soi, de confiance en soi. Je te fais confiance. Oui. Je crois en toi, je te fais confiance. Je crois en toi. Je pense que vraiment, si on le résumait, je crois en toi, ma belle, mon beau, je crois en toi. Et je sais que tu vas devenir quelqu'un de bien et que tu vas traverser même des moments difficiles. Et mais ça, tu vas même dans les moments les plus... dans les moments les plus compliqués. Et c'est là où il ne faut pas désespérer, il faut croire en eux. Et avec un message qu'ils entendent. Oui. Même s'ils donnent l'impression pendant des mois, des années de ne pas l'entendre. Ah oui. Non, alors, ça reste en fait. Il ne faut pas se décourager, c'est ça. Mais attention, il faut être authentique, comme disait le grand pédopsychiatre Winnicott. Il faut vraiment y croire. Il ne faut pas se dire, je te dis ça pour que tu... Non. Parce qu'ils vont le sentir. Ils le sentent. Ils le sentent parce que ils sont extrêmement sensibles. Parfois, on les compare à des homards, on dit. Que, le complexe du homard, c'est ça. Voilà, la transformation, ils sont à fleur de peau. On tombe la carapace et c'est tout fragile. Ils ont perdu la carapace et puis ils sont en train d'en refaire une autre. Et donc, il faut aller chercher, mais il faut aller le chercher parfois à l'intérieur de nous, parce que moi, je vois beaucoup de parents qui désespèrent trop vite de leurs adolescents. C'est-à-dire, ils sont déçus. La déception qu'ils ont... ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça fait mal. Ça vaut toutes les claques. Oui, ça vaut les claques. Donc, il faut vraiment trouver justement cette pierre précieuse qu'on ne voit pas éventuellement. Et si nous aimions nos ados, Marie-Rose Moreau avec Odile Amblard, c'est chez Bayard. Il y a aussi ce livre chez Glénat dans la collection de Maureen Dor. Marie-Rose Moreau, merci beaucoup. On va aller au collège ensemble si vous voulez bien. Avec plaisir. Les années collège Amélie Paris. Merci Emma. On vous laisse terminer les paquets. Avec plaisir. Les années collège. Les années collège, c'est le point de vue d'Amélie Paris. Bonjour Amélie. Bonjour. Professeure documentaliste, chroniqueuse dans la quotidienne. Son point de vue sur ces années justement d'adolescence. On parle souvent de sujets qui vous concernent de près, Marie-Rose, mais là on va parler d'un sujet brûlant qui est celui de l'orientation, dont on n'a pas encore parlé ensemble. On en parle de temps en temps dans l'émission. On imagine souvent que c'est réservé aux profs principaux, évidemment à la psy-EN, les conseillers d'orientation dans le temps, aux conseillers principaux d'éducation. Et en fait, la professeure ou le professeur documentaliste a un rôle très important à ce niveau. Mais oui, c'est quelque chose, l'éducation et l'orientation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser de manière collective et de manière progressive. Alors en associant, comme vous avez dit, les professeurs principaux, les conseillers principaux d'éducation, la professeure documentaliste, tous les professeurs, et puis évidemment les élèves et les parents, puisqu'on fait tous partie
de la même communauté éducative. Vous êtes dans un collège, ça commence si tôt que ça alors? Et oui, alors nous, à Utrio, ça commence dès la 6e. On fait des séances, alors c'est plutôt pour apprendre à l'élève à bien se connaître, à mieux se connaître. Et pour ça, on utilise des ressources qui sont très bien faites, qui sont faites par le Centre pour l'égalité des chances mis en place par l'ESSEC, qui s'appelle Trouve ta voix. C'est des petites vidéos de 3-4 minutes. Et comme ça, les élèves parlent ensuite à partir de ces vidéos. Il y a un échange qui se fait, qui est très constructif. Et puis après, en 4e, les élèves partent en stage d'observation, mais également normalement, c'est obligatoire pour les élèves de 3e, mais à Utrio, dès la 4e, ils partent en stage. Et dans ce cadre, vous avez organisé tout récemment un forum des métiers au sein du collège. C'était le 3 décembre pour les élèves de 3e. Super idée. Comment ça se met en place? Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans ce collège, et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que la question d'orientation était quand même très importante, surtout quand on est en 3e. C'est le moment où il faut choisir entre la filière générale et technologique ou la filière professionnelle. Et j'avais quand même envie que les élèves aillent plus vers une orientation choisie qu'une orientation subie. Et pour choisir, c'est bien de rencontrer des professionnels et de discuter avec eux. Et donc, avec un collègue, on s'est dit, bon, allez, on organise un forum des métiers. C'est ce qu'on a fait. Alors, c'est quelque chose de très chronophage. Ouais. C'est énorme, mais ça valait vraiment la peine. Vous avez réussi à regrouper 54 professionnels de plein de secteurs d'activité différents. Concrètement, vous avez décroché le téléphone, vous leur avez écrit, vous avez appelé les copains, les parents, les familles? Oui, on a commencé avec les parents d'élèves. Alors pour eux, c'était aussi, au-delà de venir parler de leur métier, de rencontrer des élèves, le moyen de rentrer dans l'établissement, parce que parfois c'est des univers un peu cloisonnés. Alors comme je disais, on fait tous partie de la communauté éducative. Donc c'est bien de venir dans l'établissement, de rencontrer les enseignants, de rencontrer la direction, pour autre chose que pour une remise de bulletin, pour un conseil de classe quand on est parents élus. Et donc voilà, les parents, on a réussi à convaincre 20 parents, donc c'était déjà pas mal. Alors 54 moins 20, 34, ouais. Les autres. Il en reste. Alors nos réseaux personnels, les amis d'amis, les anciens élèves, et puis les associations de quartier. Donc comme le collège se trouve porte de Clignancourt, il y a le village Clignancourt qui regroupe des habitants de la porte de Clignancourt qui sont venus, et puis il y a l'association Culture Prioritaire qui travaille notamment contre le décrochage scolaire et qui nous a donné des contacts. Et donc, on est arrivé à 54 professionnels. On s'était fixé pour objectif 30. On a eu 54 pour 90 élèves. Ouais, c'était vraiment très bien. Métier de la santé, de la justice, de la presse, des médias, de l'animation, du social, du bâtiment, énormément de choses. 18 secteurs d'activité représentés. Et le jour J? Eh bien, le jour J, c'était un samedi matin. Donc déjà, c'était pas gagné, faire venir des élèves de 3e. Un samedi matin, ils étaient presque tous présents. Et puis, alors, on avait préparé quand même le forum en amont. Ils avaient rempli un questionnaire avec les professionnels qu'ils voulaient rencontrer. Donc, ils avaient un livret avec leur planning de la matinée, avec donc des rendez-vous qu'ils avaient demandé, mais également des rendez-vous pour des rencontres fortuites. Et donc, ça s'est très bien passé. Les élèves ont rencontré entre 3 à 10 professionnels dans la matinée. Donc, c'était un moment très fort pour les élèves, aussi pour les professionnels qui se sont rencontrés entre eux, et pour les enseignants et pour tout le monde. C'était un moment fort. Il y a des élèves qui ont eu des révélations? Il y a une élève qui a eu une révélation, oui. Génial. Et puis, je pense qu'il y en a plus. En tout cas, j'en ai entendu une me dire « j'ai eu une révélation ». Vous pourriez peut-être donner la parole à une élève de 3e, du trio Kautar. On lui fait un grand clin d'œil comme ça. Elle nous regarde, elle est en régie, elle a participé au forum. Elle fait son stage d'observation en 3e ici à School TV. Oui, Kautar qui est en 3e 3, donc à Utrio, et qui m'a dit « j'ai bien aimé ce forum des métiers, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a pu découvrir des métiers qu'on ne connaissait pas et approfondir nos connaissances sur d'autres métiers ». Alors, elle dit que c'est pas du tout vrai, mais je plaisante. Merci beaucoup, Amélie, pour ce zoom sur ce forum métier. Fondamental, la question de l'orientation. Essentiel, parce que pour se projeter, justement, et puis pour croire dans ses capacités à être bien, à inventer quelque chose quelque part. Essentiel. On va quand même préciser qu'il y a aussi, alors je vais rappeler, Marie-Rose Moreau, merci de nous avoir accompagnés avec Odile Amblard, et Si nous aimions nos ados, c'est chez Bayard. On va quand même rappeler qu'il y a quelques numéros d'urgence. Il y a le fil Santé Jeune qui existe et qui est extrêmement important. Précieux. C'est le 0800 235 236. Il y a aussi un numéro national de prévention du suicide qui est le 3114. Je ne les donne pas tous, mais il y a un certain nombre de numéros comme ça qu'on retrouve également dans le bouquin. Et ça, c'est absolument fondamental. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Marie-Rose, merci Amélie, merci Kautar, bravo et merci d'être en régie, pas tout à fait toute seule, puisqu'au maquillage il y avait Laure Audemont, Marine Plantec qui prépare cette émission et qui était assistée par Édouard Degnaud, et puis au son Saïd Mamou, à la réalisation Elisa Bernardo. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux.